Bonjour à tous. Moi j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui ce court récit de l'écrivaine française Céline Minard, donc Olympia, qui a été écrit lors d'une résidence d'écriture en 2010 à Rome. Donc pour vous le résumer grossièrement, Olympia c'est la profération d'une malédiction par une femme déchue, Olympia Maldaccini. Son existence est avérée, belle-sœur du pape Innocent X. Elle est sa conseillère la plus écoutée, d'après certains sa maîtresse, pour beaucoup celle qui règne derrière les tentures du Saint-Siège. À l'époque, nombreux sont ceux en Europe qui disent que l'Église est dirigée par une papesse. À la mort d'Innocent X en 1655, elle est bannie de la main même du nouveau souverain pontife, Alexandre VII. Olympia voue alors aux gémonies toute la curie romaine et la cité sur laquelle elle a fondé sa gloire. Le maudire, le maldire, donc composé de l'adverbe male, mauvais, et du verbe dicere, dire, l'Olympiade Céline Minard l'éructe. Elle vomit par sa bouche un flot de calamités, pestes et fléaux, toutes les eaux pourries des cloaques, des canaux et du Tibre, pour engloutir irrémédiablement la ville éternelle et ses habitants, et recouvrir avec eux le souvenir de sa magnificence. Portée par l'imprécation et l'exécration, la langue d'Olympia est résolument baroque. C'est un sabir de latin, d'italien et de français, de vulgaire et d'obscène. C'est cette langue justement que j'aimerais, pour commencer, vous faire entendre en vous lisant quelques lignes des premières pages. Je lui brûlerai les doigts de pied. Je lui donnerai autant de coups au foie qu'il a de poils de barbe. Je lui mettrai les poussettes, la barre de fer rouge au cul, le ferai bouffer des rats, les sourcils arrachés, les anathèmes sur sa tête, la peste soit de sa race de barbarie. Je renvoie Machiavel à ses classes, je ne sais pas lire mais je règne encore, et la peste je l'envoie. La peste sur Rome et sa noblesse, 1000 tablettes de plomb gravées pour la peste sur Rome et ses ruines. La peste sur mon propre palais, la peste Piazza Navona, la peste sur les églises et les temples, la peste omnia terrae. Je ne pars pas en exil, je ne fuis pas, je devance, je cours, je file la peste lancée sur Rome par mes mains agiles, qu'elle découse mon procès et mes juges, mes serres, qu'elle les couvre de bubons chancreux, la langue gonflée dans la bouche, le marbre antique changé en fromage fendu puant vermineux, omnia fetida, que ces rejetons les crèvent en leur sortant du ventre et qu'ils crèvent à leur tour, que la peste les étouffe, que la peste les broie, les meule, les perce, qu'ils jettent leur dernier souffle en un paix par le cul en ensemble et qu'ainsi Rome en tremble. Dussé-je subir ces mots à rebours, dussé-je revenir en fantôme, hurlant à la lune comme la louve dont il m'accable et qui pourtant fondant la ville fonda l'empire, dussé-je voir tout ce que je fis construire enterré comme la curie dans un champ à vaches, dussé-je revenir en corneille noire et mantelé et bouffer du pigeon pour les siècles, mes anges, que la peste les emporte. Voilà une mise en bouche, on va dire, ou plutôt une entrée en matière sur donc ce cataclysme. Le cataclysme qui donc, comme vous avez pu l'entendre, signifie désormais le monde pour une Olympia en exil. Cataclysme donc qui est porté dans la langue, qui l'a fait dérailler, tout autant qu'il somme de tout faire dérailler. Durant les quelques 60 pages de sa malédiction, Olympia est tout à sa haine. Vengeance et colère, certes, animent celle-ci, mais plus que ça, car la haine est, je cite, avant tout un sentiment qui a pour caractéristique d'engager nécessairement et comme en totalité la personne propre, ainsi que l'a remarqué Aurel Colnine, philosophe qui, durant l'entre-deux-guerres, scruta avec attention la montée des fascismes en Europe pour écrire des essais phénoménologiques sur le dégoût, la haine ou l'orgueil. Rien d'autre ne semble donc exister pour la matrone que l'humiliation ou l'anéantissement de ses ennemis. Comme la pulsion de mort qu'elle traduit sans la recouvrir, la haine est compulsion irrépressible, répétition, acharnement. Olympia est sous son emprise obsédante, délirante. En ce sens, la haine est pour elle structurante. Elle impose son prisme à celui ou celle, en l'occurrence, qui la ressent et ordonne son monde. Désormais, donc, pour Olympia, l'univers est un ennemi. Haïe de tous, elle est tout le monde. Au nombre des qualificatifs donnés par les Romains à son sujet, on trouve pêle-mêle Pimpaccia et Impia et putain de pape et suceuse d'innocents et vamp, vampiria et femme à sceptre, etc. Il faut dire qu'une existence vouée à gravir les marches du pouvoir et le goût d'Olympia pour le luxe et ses dépenses somptuaires ont eu de quoi nourrir les critiques de bon nombre de ses contemporains. Le trop n'est jamais assez pour celle qui ambitionne l'infini. N'est-il pas vrai, comme le dit Colnine, que l'orgueil, je cite, envisage son objet, ou mieux son contenu, comme un suprême absolu. Car oui, avant d'être haineuse, Olympia est orgueilleuse.
Rome est pour elle le centre du pouvoir et donc de l'univers qu'elle convoite. De son propre aveu, elle a porté son beau-frère, donc le pape Innocent X, à bout de bras et de manigance sur le trône de pierre. Elle l'a formé et l'a sculpté comme de la glaise. Réifiés et objectalisés à l'extrême, tous sont des jouets et des pions de sa volonté, les marchepieds sur lesquels Olympia s'appuie pour atteindre les sphères. L'objet de son orgueil n'a pas de limite, il est ce suprême absolu dont parle Colnine et qui ne serait que le reflet d'un moi boursouflé qui occulte de ce fait l'autre et le monde. Orgueilleuse et haineuse donc, ainsi se présente à nous Olympia. Je la cite. « Ce qu'on m'ôte, je le broie, je ne l'offre pas. Ce qu'on me prend, je le détruis. Ce qu'on m'ordonne, je le nie. » Se révèle donc ici une autre caractéristique de la haine essentielle, une caractéristique qui permet de la circonscrire par rapport à d'autres sentiments dits hostiles, ou plutôt dirais-je même ressentiments, c'est que la haine, pour Colnine, s'entoure d'une atmosphère d'anéantissement absolu là aussi, et comporte une perspective de meurtre et d'élimination. Haïr, c'est tuer donc, c'est vouer au désastre, l'autre que l'on dénie. Son but destructeur est sans appel ni retour. Jamais la haine ne s'éteint avant de l'avoir atteint. C'est pourquoi, ajoute Colnine, lui est inhérent de quelque chose d'un grand chambardement, une tendance à briser les structures ontologiques. La haine participe donc d'un régime total, colossal, de la même façon que l'orgueil est tendu vers un objet total en miroir du moi, et il dépense sans compter pour y parvenir. Orgueil et haine sont des relations d'objets qui caressent un absolu, à posséder ou à anéantir, dans ce cas précis, à anéantir parce qu'on nous en a dépossédé. Ces deux sentiments ou attitudes œuvrent en faveur d'un même système rêvé comme total, le système imaginaire de la malédiction. Car la langue que déploie Céline Minard est une langue fantasmatique, une langue construite sur et par des images. Olympia n'aurait pas d'autre choix en effet, car toujours chez Colnine, je cite, « La haine ne peut qu'entretenir la vague fiction, jamais complètement réalisable, d'un anéantissement absolu. » Pour parvenir à cet anéantissement absolu, la fiction justement y supplée par un imaginaire déchaîné. Le réel est mis à distance par cette sursaturation de l'image. Tout le texte est à ce titre un fantasme écrit. Sans lui, les images n'auraient valeur que d'ornement. Avec lui, elles deviennent efficaces, elles agissent, elles vouent à la disparition les ennemis de la matrone. En cela, Olympia réactualise les anathèmes portés par les réformés contre la corruption du Saint-Siège au XVe siècle et qui trouvaient dans la ruine de Rome les multiples représentations de sa déchéance. Mais outre cet imaginaire qu'elle mobilise et réinvestit, l'imprécation d'Olympia entretient une autre parenté, non plus historique mais pathologique. Elle a en effet en commun avec le délire, et donc avec la psychose, que le fantasme veut chez elle s'emparer du réel. Alors qu'il est ordinairement stoppé dans sa course par le surmoi, il devient ici, je cite, maître souverain, c'est-à-dire qu'il a trouvé créance et actionne de ce fait la conduite du sujet. Et je citais ici Freud dans son commentaire sur la Gradiva Jensen. Olympia cherche dans sa malédiction à embrasser le monde. Tous les monuments, les dieux et les saints, les monstres de la mythologie grecque ou romaine, les ruines et la nature tout entière, tous sont donc convoqués pour engloutir la ville éternelle. Telle la tentation de Saint-Antoine de Flaubert, l'univers entier est sommé d'apparaître, et ici de se conformer au désir de destruction. Or, si le fantasme structure le monde et ce rêve absolu, toujours déjà là, il a de plus une fâcheuse tendance à la globalisation, à l'unification. Il est totalitaire par nature. Parlant de totalitaire, je voudrais mettre à jour avec vous une comparaison qui m'apparaît fertile pour ce commentaire. Celle donc avec le fascisme, et pour cela je m'appuierai sur le texte de Jonathan Little, Le sec et l'humide, et au propre commentaire qu'il formule sur l'ouvrage majeur de Klaus Teweleit, Männer Phantasien, texte donc qui cherche à analyser la structure mentale de la personnalité fasciste par l'étude de son langage. Le fascisme est un mode de production de réalité pour Teweleit. Je cite, « Le fasciste, pour se structurer, doit structurer le monde, généralement en tuant, et structure aussi le langage, donc le réel. La métaphore pour le fasciste n'est jamais seulement une métaphore, d'où le pouvoir, l'incroyable efficacité des paroles fascistes. » Fin de la citation. Ce qui fait la force de son discours, c'est qu'il agit. L'image ambitionne de prendre corps dans le réel, elle cherche à l'envahir et à imposer son régime. De la même façon, la parole de la haine d'Olympia devient malédiction à la seule condition de s'agenouiller devant les images qu'elle produit. Son verbe est performatif, il désire tellement ce qu'il énonce qu'il s'en laisse sciemment abuser. Or, si la malédiction n'est sûrement pas le seul discours qui structure le réel pour un sujet,
Un autre élément de l'imaginaire fasciste identifié par Jonathan Little me pousse à les comparer. Il s'agit de la peur terrible du fasciste, en l'occurrence le nazi, devant l'élément liquide. L'eau symbolise pour lui la boue dévorante du champ de bataille, les conditions climatiques intenables, la pluie ou la neige, mais surtout les corps en liquéfaction, les chairs pourrissantes et amalgamées des cadavres. Pour y faire face, le fasciste brandit sa force rugueuse, son corps musclé et sec. Or, chez Olympia, l'eau est une source à laquelle elle alimente son pouvoir et par laquelle elle entend détruire Rome. Tout son empire, depuis le siège de son palais Place Navone, son île, son bateau de pierre, je la cite, et jusqu'aux confins de sa ville natale de Vitelbe, baigne donc dans des eaux imaginaires. Comme emblème de son règne, le Bernin lui a d'ailleurs édifié la fontaine fameuse des 4 fleuves, symbolisant le Nil, le Danube, le Gange et le Rio de la Plata. Notons ici que l'eau est identifiée depuis longtemps comme un élément hautement féminin dans de nombreuses mythologies, comme la déesse Mitra aussi, à laquelle se dédie Olympia pour vaincre. Ce faisant, c'est une apocalypse à certaines allures féminines qu'elle invente contre Rome. Le destin d'Olympia est lié aux eaux. Elle en a été frappée dans sa jeunesse par la vision d'une moniale manquant de se noyer dans un bassin. Ce souvenir l'habite comme une image et imaginarise son rapport au monde. Certes, c'est une eau qui reste souterraine durant une grande partie de sa vie, mais elle se déchaîne au moment du déluge qu'est sa chute et se voit donc contrainte de devenir efficace. Car l'eau, comme le souligne Gaston Bachelard dans L'eau et les rêves, je cite, réalise l'idéal d'une rêverie créatrice parce qu'elle possède ce qu'on pourrait appeler l'absolu du reflet. Elle est donc une image absolue, l'absolu de l'image même. L'eau est la conductrice par excellence des rêves, comme le pensaient les anciens. Elle est l'élément princeps de l'imaginaire. C'est donc pourquoi Olympia la convoque. Et c'est donc aussi nécessairement pourquoi le livre se termine sur un dernier et furieux fantasme aquatique, et donc qui clôt l'imprécation d'Olympia. Je vous cite. Par toutes ces bouches et bouches de marbre purulentes, la noirait, l'eau giclera, j'appelle au soulèvement. Je vous appelle mes gouttes, mes ruisseaux, mes eaux enfouies et jaillissantes, mes larmes, mes sombres torrents, mes tonitruantes, je vous appelle et j'appelle des tréfonds de vos plis grondants les nymphes qui vous habitent, les naïades. Je vous appelle à ressurgir des abîmes immenses où vous reposez, noires et furieuses marées, déesses tourbillonnantes au remous profond. Que pissent au plus haut des cieux les urbaines étoiles et les lions. Voir ça, putain le voir mon dernier soupir était laurier en cendres, moi seul en être cause. Voir ça, putain le voir. Donc n'arrêtons pas déjà ici l'aveu d'un primat de l'image de la part d'Olympia, mais surtout, moi seul en être cause. Cette ultime phrase de son imprécation, et notons donc qu'elle vient sans point final, n'est-elle pas donc le clair témoignage d'une volonté de puissance absolue, orgueilleuse et alimentée par la haine destructrice? Mais revenons à l'eau. N'ai-je pas dit qu'elle est cet élément que craint le nazi selon Little? Comme la pulsion qu'il soutient, le fantasme peut se métamorphoser au point de se retourner. C'est là sa labilité, son destin miroitant. Rien d'étonnant alors à ce que l'eau devienne, pour Olympia, la puissance par laquelle elle souhaite châtier et châtrer ses ennemis. Car la dissolution qui terrorise et fascine le fasciste, pensons au four crématoire et à la volonté de ne laisser aucune trace des victimes de l'Holocauste, cette dissolution est le sort qu'Olympia souhaite à Rome. 2 langages, donc, semblent, comme celui du fascisme et de la malédiction, semblent structurés en reflet, en se vouant même à une facette d'une seule image. Mais l'eau ne sera pas la seule plaie lancée sur Rome. Ainsi que nous l'avons lu dans les premiers instants du texte, les flots surgissent accompagnés du fléau, de la peste, cette main de Dieu que l'imaginaire médiéval chrétien a interprété comme un châtiment moral pour des sociétés en perdition. À l'instar de l'eau, la peste liquéfie les chairs. Rappelons-nous les mots de Chateaubriand, ses mémoires d'outre-tombe. Sur l'esplanade de la Tourette, au bord de la mer, on avait, pendant 3 semaines, porté des corps, lesquels, exposés au soleil et fondus par ses rayons, ne présentaient plus qu'un lac empesté. Si l'orgueil vient avec la haine, la peste déferle avec l'eau. Toutes deux sont promesses de dissolution. La peste est la maladie par excellence. Elle est totale puisqu'elle ne fait aucune distinction. Vieux et jeunes, femmes ou hommes, riches et pauvres, tous en sont les sujets atterrés. Elle accueille tous les adjectifs et toutes les comparaisons, toutes les images et tous les mots AUX. La peste a en effet longtemps désigné un mal mystérieux qui n'était pas forcément en rapport avec ses définitions médicales postérieures, peste noire et peste bubonique, peste pulmonaire, bacille, Yersinia pestis. Je cite. La peste serait comme une grande captation de tous les paradoxes, totalitaire, mais paradoxal, échec des mises en totalité, mais totalitaire, selon Georges Didier Huberman dans son mémorandum de la peste. Elle est même, je cite, ce mal absolu, presque abstrait, pour Antonin Artaud. Outre les corps qu'elle boursoufle et supplie, elle s'attaque aussi à l'esprit.
n'ayant jamais assez de signes pour la cerner, la baliser ou la contrôler, la pensée délire. La peste résiste à la signification unilatérale, elle accueille à elle une infinité de signes. Elle est donc l'emblème des littératures de la déraison, elle s'arroge tout, inappréhendable, tyrannique et malgré tout paradoxal. Avec la peste, le futur s'hypothèque. Je t'arrache l'avenir en tout lieu, annonce ainsi Olympia à ses ennemis. Dans l'absolu de sa malédiction pestifère, il n'y a plus qu'un présent, celui de l'indistinction du fléau dissolvant. L'espace s'abolit lui aussi, la terrible Médée du Verbe promettant la ruine à l'Italie, à l'Espagne, à la France et enfin à l'histoire elle-même. Olympia cherche donc à épuiser, à exténuer l'univers tout entier, car c'est dans la nature des imprécations de prendre à témoin et comme victime la totalité du monde. Plus qu'une mise à distance, la réalité est ainsi mise à mal. En cela, la malédiction d'Olympia est le rêve caressé dans la lettre d'un absolu mis au service de l'anéantissement. Avec la peste qui ouvre le récit et l'eau qui en engloutit les dernières pages, l'imaginaire d'Olympia donc se révèle à nous. Un imaginaire en furie, débordé et débordant, sans limite et tout en images. Imaginaire absolutiste, follement. Et si la peste est le fléau de l'imaginaire pour Didier Huberman, alors la malédiction serait le fléau totalitaire, car elle s'invente comme le tout de la destruction. À travers elle, pourtant, et je cite encore Didier Huberman, l'imaginaire dément, tyrannique, passe à l'acte et passe les limites, et d'abord les siennes propres. Il y prend le pouvoir de sa propre et réelle dévastation. Car l'absolu exterminateur du fléau totalitaire qu'est la malédiction, à l'image du moi carapace qu'exhume Teveleit chez le fasciste, se lézarde et parle depuis sa fracture de son propre anéantissement. Dans sa soif absolue de dévastation, Olympia n'entend-elle pas saccager Rome et donc l'univers avec ses propres images agissantes, tel un fantasme de destruction auto-immune. Comme la pulsion dont le destin, selon Freud, est de se retourner contre le sujet, comme la peste qui incarne le paradoxe même, la malédiction fait retour. Il est même au dire « la malédiction viendra le frapper », nous dit la Bible. La mort que la matrone invoque pour elle-même au début du livre, mourir à la seule condition d'enterrer son cadavre aux côtés de ceux de ses ennemis, cette mort s'est prophétisée, elle est passée à l'acte. Si l'histoire officielle a retenu qu'Olympia Maldaccini fut empoisonnée 2 ans après son bannissement à Viterbe en 1757, Céline Minard rêve plutôt qu'elle fut emportée par la grande peste qui ravagea la péninsule italienne à la même époque. Poison ou peste, liquide ou fléau, c'est une seule et même chose, nous l'avons vu dans le présent distendu du fantasme de l'écriture. La mort d'Olympia est peut-être même la seule image qui a opéré et est devenue réelle, triste destin de la haine et peut-être inévitable fatalité de l'absolutisme. Reste un point, donc je n'aurai malheureusement pas le temps de développer plus avant ici, mais qui vient un peu troubler le constat. C'est celui du rire que recèlent ces phrases, les injures, les obscénités filées tout au long du texte. Elle porte le témoignage incessant du paradoxe de la malédiction d'Olympia, la faille dans son armure, le caillou sur son chemin d'absolu qui s'affiche non pas comme un défi, mais assume sa part de risible. Telle Céline, l'écrivain du Voyage au bout de la nuit, pour lequel, notons-le, le fascisme n'est justement pas une parole étrangère, Céline Minard, elle, livre un récit situé, je cite, entre le dégoût et le rire, l'apocalypse et le carnaval, pour reprendre les mots de Julia Kristeva. Sa langue, ses catastrophes stylistiques, sa recherche du grotesque même induisent une coupure sémantique. Elles produisent un flou et une mise à distance du tragique par le trop-plein et la surenchère. Geste paradoxal s'il en est. Peut-être le seul qui sauve le texte du discours totalitaire totalement absolu, si vous me permettez l'expression, et qui le rend à la littérature, à ses obscurités, à ses malentendus, à cette écriture qui a toujours partie liée avec le fantasme, soit la grammaire du retournement, de l'insaisissable, de l'impossible. Soit donc ce point final dont l'absence empêche la clôture de la malédiction et sa fixation dans le réel pour le rendre au texte à sa faillite sublime. Merci.